Est-ce que Bifrost marche tout de suite? Est-ce que tu sens un retour des lecteurs enthousiastes dès le départ, ou est-ce que c'est galère au départ? Non, c'est une calamité, hein, ça marche pas du tout. Alors il y a un enthousiasme, enfin, c'est ce que dit aussi Hugo. On reçoit plein de textes, j'imagine. Et oui, on reçoit vite beaucoup de textes, mais on a plus de textes que de lecteurs en fait, c'est un peu le souci. Ça n'a pas tant changé, mais c'est pire. Et donc du coup, non, c'est très très compliqué au début, vraiment. Et encore une fois, enfin moi mon bâton de maréchal initial, parce que ça c'était lié à ce que j'avais fait avant, je voulais absolument une diffusion, une distribution, parce qu'il fallait qu'on trouve la revue, c'est aussi belle que ça. Pour la petite histoire, le premier numéro de Bifrost, il y a une chronique sur M6 un soir, avant X-Files, qui était un truc, je sais pas, ça devait être vu par des millions de gens, ouais, des millions de gens. Et c'est le numéro 1, et moi je rentre, je sais pas, enfin, j'allume la télé, et je vois ce truc-là que j'avais enregistré sur un caméscope à 4h du mat', et je vois le mec qui sort ma revue, quoi. Et donc bon bah là je manque des CD, et le lendemain, il se passe rien. Mais rien, quoi. Mais que dalle. Et donc là je redécède une deuxième fois. Et parce que simplement les gens la trouvaient pas, quoi. Donc je savais que si on te trouve pas, tu n'existes pas. C'est aussi con que ça. Et donc moi je ne cessais de prendre mon bâton de pèlerin pour frapper aux portes des diffuseurs, des distributeurs en disant par pitié prenez-nous, mettez-nous en librairie, ce qu'on fait c'est important, il faut ça, quoi. Et sauf que on arrive avec une revue, personne nous connaît, et une revue de SF, quoi. Donc les gens ils nous regardent, ils nous prennent pour des dingues, hein, franchement, quoi. Faut recontextualiser un petit peu. C'est une époque où il n'y avait pas comme aujourd'hui les blogs, les réseaux sociaux, Facebook, où on n'était pas tous liés par les emails, etc. Les moyens on se téléphonait tout le temps. Voilà, c'est comme ça que ça marchait. Donc maintenant, on s'envoie tous des trucs, des mails, des liens. À cette époque-là, c'était différent. Maintenant, on arrive plus facilement à médiatiser les choses, le net, les projets, voilà. Ouais, évidemment, Facebook et compagnie. Ouais. Et aussi, c'est une époque où, tout simplement, un truc comme les Utopiales n'avait pas l'audience, l'existence que ça a aujourd'hui. Nous, quand on est arrivé dans le milieu de la science-fiction, une convention mondiale de science-fiction, une convention française de science-fiction, c'était 70-80 personnes. C'est ça, ouais. 70-80 personnes. Mais une convention mondiale aujourd'hui, c'est 3-4 000 personnes. Utopia, 60 000 personnes. Donc, il faut voir. On a un peu une chance française qui, à 20 ans, on n'avait pas. Ça n'existait pas du tout. Absolument, ouais. Donc nous là on avait acheté une carte IGN de 2 mètres sur 2 qu'on avait plein collé dans nos locaux, et on mettait des punaises de toutes les couleurs sur les villes, les libraires qu'on avait appelés, machin, en fonction de ce qu'ils nous avaient dit. Donc on s'est retrouvé avec un hérisson monstrueux de toutes les couleurs. Voilà, tel libraire a reçu tel bouquin, il va nous le retourner, machin. On avait fait un contrat avec la Poste pour qu'ils puissent nous envoyer le bouquin. Enfin c'était une usine à gaz, vraiment, c'était épouvantable, quoi. Et au bout de 4 numéros, on trouve un diffuseur, et c'est là que ça commence réellement, en fait. On trouve un petit diffuseur, mais néanmoins un diffuseur. Et donc là, on commence à avoir des vraies mises en place en librairie, etc. Des vrais réassorts, les gens nous découvrent, les abonnements commencent à monter, et il se passe quelque chose. Et donc ça, c'est 1 an à peu près d'existence de la revue. Et quand commences-tu à publier des romans, en fait? À partir de quel moment tu bascules? Bah, le truc c'est que donc là nous on était toujours en SRL de presse, donc on était toujours pas un radio, donc en fait légalement on n'avait pas le droit de publier de romans. On avait le droit de publier des revues, éventuellement des entos numérotés, donc des trucs périodiques, mais pas de romans. Et là-dessus, enfin moi je travaillais déjà beaucoup avec Gilles à ce moment-là, quoi. On passait notre temps au téléphone, les uns chez les autres, enfin voilà, on était déjà très 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 liés. Et Gilles dans le même temps, lui il avait monté une structure. Et comme Gilles, il est très très riche, lui il avait une vraie SARL qui lui permettait de faire des vrais livres, etc. Et donc, en revanche, lui, il n'avait pas de diffusion. Donc toi, voilà, on a fait 1 plus 1, quoi. Tu peux faire des bouquins, moi j'ai une revue, t'as pas de div, j'en ai une. Bah voilà, faisons vraiment les choses ensemble, quoi. Et on a marié plus ou moins, c'est le doigt mouillé, enfin il n'y avait pas de contrat, rien, mais ça...
on s'est mis à travailler ensemble en réunissant les forces vives de sa maison et de la mienne. Voilà, on a réuni Bélial et Orion. Et puis très vite, Gilles, et je suis là-dessus avant de te donner la parole, Gilles après lui s'est produit un miracle, un truc complètement improbable. Il a été recruté par De Noël, n'importe quoi. Et donc là, évidemment, moi j'étais à la fois estomaqué, ravi pour lui. Enfin, faut se rendre compte de ce que ça représentait pour nous, Présence du Futur. On avait 25 ans, hein, enfin là on est vieux, chauve, gros et tout, mais et Présence du Futur c'était un truc énorme. Quoi. On a grandi là-dedans, pour le coup, vraiment. Et en même temps j'avais un peu l'impression de perdre mon frangin, des premiers combats, tout ça. Et alors évidemment c'est pas du tout ce qui s'est passé, quoi. Et la question s'est posée de qu'est-ce qu'on fait d'Orion, donc de sa maison, quoi. Et là le Bélial a vraiment récupéré le bac catalogue, un certain nombre de contrats, pas tous. Et nous on a basculé vraiment à ce moment-là en SARL classique et de manière à pouvoir faire des romans autonomes, Bélial tout seul, quoi. Mais ça c'est 3 ans et demi après la création de la maison, quoi. Donc on a déjà 3 années de Bifrost derrière nous. Pierre-Paul, toi tu arrives quand dans l'histoire? Ouais. Moi j'arrive à ce moment-là. En 98, je monte à Paris, passer quelques temps. Et je vais notamment travailler pour Rivage, etc. avec le Redline. Et comme De Noël est une des maisons pour lesquelles j'ai travaillé, j'apprends qu'il y a un successeur à Jacques Chambon, avec lequel j'avais beaucoup travaillé, je connaissais très bien, qui était un ami. Et donc je décide d'aller me présenter, ne sachant absolument pas sur quoi j'allais tomber. Donc j'arrive chez De Noël, je trouve un type fort sympathique, en camarguaise, enfin en bouse, quoi, avec un espèce de t-shirt avec une tête de mort et tout. Je me dis tiens, ça a changé l'ambiance quand même, c'est plutôt sympa, quoi. Donc on fait connaissance, on sympathise et il me dit, je sais pas, quelques temps après, mais genre quelques jours, quelques semaines après, il me dit tiens, je fais une bouffe chez moi, il y aura un peu de monde, quoi, si tu veux, tu viens, quoi. Bon, il faut savoir que j'ai fait très bien la cuisine. Et donc je découvre que j'ai les talents du culinaire de Gilles, et au milieu de ça, on était, je sais pas, 10 ou 15, quoi, il y avait Olivier Girard qu'on me présente, quoi. Et il se trouve que je connaissais Bifrost parce que le regretté Roland Wagner tenait une des rares rubriques qui faisait l'actualité de la SF à l'époque et qui paraissait dans Cassius Belli, la revue de jeux de rôle, je suis rôliste. Et donc j'ai découvert l'existence de Bifrost. Roland, avec sa bonhomie habituelle, avait dit beaucoup bien la revue. Donc en toute confiance, je les ai commandés. Les yeux sont tombés quand j'ai lu les premiers numéros de la revue qui sont, on va dire, perfectibles. Notamment au niveau de l'orthographe, de la maquette, enfin des trucs un peu de base, quoi. Et Français, ouais. un peu de tout en fait, quoi. Et enfin ça avait le mérite d'exister, ce qui était déjà pas mal, quoi. Et je me dis tiens, bon c'est bien, j'avais les 4 premiers numéros, bizarrement j'ai acheté les suivants, mais bon c'est des moments d'absence parfois. Et donc il me dit, et là Olivier Girard, bonjour, il me fait ah c'est Bifrost. Ah oui, c'est pas Bifrost. Il y a eu un blanc, quoi. Puis après il est venu me parler, il me dit mais tu connais la revue et tout, je dis oui. Il dit tu aimes bien, je dis c'est pas le mot, mais je trouve ça intéressant. Et c'est méritant, c'est méritoire. Et en fait, il m'a proposé assez vite de filer un coup de main, quoi, parce que bon, pareil, on a sympathisé et tout. Et il m'a invité chez lui, à l'époque c'était à Maurice-le-Roi, et on a commencé à discuter. Et pour l'anecdote, on a commencé à discuter de projets qui se sont réalisés genre cette année, quoi, y compris la collection Pulse, quoi. Bon, mais voilà, il faut du temps pour convaincre, quoi, souvent. Et donc, moi j'ai été donc à Paris pendant 1 an et demi, après je suis rentré dans le sud-ouest, mais on est resté en contact et il m'a proposé de commencer d'abord, surtout sur Bifrost, quoi, donc j'ai un titre ronflant, je suis secrétaire de la rédaction, ça veut dire que je relis les articles, le contenu de la revue, pour essayer d'éliminer les petites scories qui peuvent subsister, ceci est une litote, et par ailleurs, comme on avait commencé à discuter aussi de livres, quoi, de projets, on a commencé à mettre en place des projets, genre, je sais pas,
omnibus, enfin La planète géante de Jacques Vance, un premier omnibus braquette qui a mis très longtemps à se réaliser, mais on a commencé à faire des projets comme ça, souvent sur de la SF classique, mais pas que. Et donc petit à petit, je me suis de plus en plus investi dans la maison d'édition au point de vue éditorial, et par la suite même comme traducteur, tout bêtement pareil, en commençant dans Bifrost, parce que de temps en temps je disais tiens, il y a cette nouvelle, elle est bien, donc il a dit oui, très bien, alors on la prend et tu la traduis. Et comme ça, petit à petit, on a collaboré de plus en plus. Et ça, effectivement, oui, ça date de 98, et j'ai connu les deux Olubrius, là, à peu près en même temps. Quoi. Hugo, je l'ai rencontré plus tard, et Jean-Daniel, on se connaît depuis 35 ou 35 ans. Donc voilà. Donc au début, c'est des auteurs français que tu publies en roman, pas de traduction au début. Quels auteurs et qui édite les bouquins en fait, qui travaille? Est-ce que j'y participe au travail? Oui, totalement. Oui, au début, bien sûr. D'abord, de toute façon, quand on réunit les deux structures, finalement, moi je récupère tout ou partie de ces projets éditoriaux. Voilà, ce que je veux. Mais, donc oui, les parties prenantes, initialement... Quand je suis parti chez Doré, c'est surtout André-François Ruot qui a pris la main sur pas mal de projets, pas mal la revue, tout ça, parce que tout simplement, moi j'avais une clause d'exclusivité. Sur Étoile Vive, tu veux dire? Ouais, sur Étoile Vive, ouais, sur Étoile Vive. J'avais une clause d'exclusivité qui ne me permettait plus de faire tout ça, quoi. Il a fallu faire la transition, mais la transition elle s'est faite en 99, je pense, 99-2000. Et après, c'est vrai que c'était plus simple pour moi de travailler sur la revue. Sur les livres, c'était pas possible, parce que j'étais de fait un peu en concurrence, même si on fait pas tout à fait la même chose, mais c'est quand même très proche. Et voilà, donc André a aussi eu une part dans le glissement qui se passait, puis après André est parti pour de nouvelles aventures, on connaît tous, mais ça s'est passé comme ça. Alors quels sont les auteurs historiques, si tu veux, du Bélial, et ceux que même tu continues toujours à publier? Il y a Di Rollo. Sur les Français? Ouais. Bah, il y a Hugo, clairement. Ouais, Di Rollo, Claude Eken, bien sûr. Et oui, Jean-Jacques Nguyen, enfin, ce genre d'auteur-là qui pour ça, enfin Jean-Jacques écrit peu, enfin plus. Mais oui, on est parti avec ces auteurs. Et à quel moment en revend, ça tôt. Ouais. Quel moment tu commences à dire maintenant on va commencer à traduire des romans? Parce que ouais, il faut dire aussi qu'à un moment. Thomas Day, bien sûr. Dans Bifrost, tu commences à publier des traductions. Tu as décidé d'arrêter de faire. Sur numéro 8, je crois, à compter du numéro 8, et on commence avec un texte de Baxter. Ça devient trop difficile de trouver des bons textes français, c'est ça? Ouais, c'est pas. Oui, notamment, on n'arrive pas à nourrir la revue, clairement. Ce qu'il faut rappeler, c'est que pendant des années, il n'y a plus de revue. Pendant 5 ans, il n'y a pas de revue du tout. Et avant. Et donc d'abord il y a Cyber Dreams, dont l'ambition est plutôt de publier de la SF traduite. Il y a quelques textes français, mais comme dans fiction originelle, il y a un ou deux textes par numéro. Et puis c'est pareil, Cyber Dreams c'est un trimestriel les bonnes années, donc il y a pas, ça, on ne peut pas écouler beaucoup de choses. Galaxy n'existe pas encore, mais pendant ces années-là se crée une espèce de vivier de textes qui tout simplement ne trouve pas de débouché parce qu'il n'y en a pas, sauf en fanzine, quoi. Donc effectivement, ça fausse un peu le problème, c'est qu'au début, les gens arrivent, ils ont un réservoir de texte, quoi. Il y a des gens qui, comme ça, sont, étant peut-être pas les auteurs frustrés, mais des publicateurs frustrés, si j'ose dire, si j'ose utiliser un néologisme, c'est comme ça que ça permet d'avoir des textes tout de suite de gens comme Thomas Day, de Serge Lehmann, qui a publié aussi très vite dans la revue. Numéro 2, ouais. Voilà, donc qui est arrivé vraiment très vite aussi, et qui a publié en plus tout de suite ses premiers meilleurs textes dans Bifrost, la version Polyphème, ce genre de choses, quoi. Et donc comme ça a créé un vivier. Et par ailleurs, les gens qui étaient déjà professionnels, ils avaient vocation et c'est inclinaison naturelle à se tourner vers Galaxy, dont Jean Daniel était un des créateurs et un des responsables éditoriaux, quoi. Donc ça a créé en fait une espèce de dichotomie qui est pas voulue, mais qui est quasiment naturelle, quoi. Le milieu établi en quelque sorte, qui avait participé à la création, qui avait suscité même la création de Galaxy, des gens comme Gérard Klein, Jean-Claude Vignac, etc., se sont retrouvés derrière Galaxy, et les auteurs un peu établis y sont venus, même si Galaxy a toujours, notamment sur l'impulsion de Jean-Claude Vignac, eu un rôle de découvreur, mais Bifrost, en quelque sorte par pauvreté économique, s'est retrouvé à accueillir un peu tous les nouveaux, quoi. C'est plutôt comme ça que ça s'est passé en fait.
Ouais, il y a un autre versant aussi. J'ai beaucoup poussé Olivier à publier de l'anglo-saxon à une époque, parce que j'avais été un peu retourné par la génération Interzone. Et j'avais découvert Eric Brown, Steven Baxter, Greg Egan. Tous ces gens-là, je les avais découverts dans Interzone, qui était une revue anglaise, je ne sais pas si elle existe toujours d'ailleurs, je ne l'ai plus, en tout cas si elle existe toujours, qui était éditée à Brighton. Et j'avais sympathisé avec le mec qui éditait ça en Angleterre. Et donc il me disait, mais regarde tel texte de tel mec, etc. Regarde tel type qui alors c'est comme ça que j'ai vu les premiers textes d'Alistair Reynolds. Mais vraiment, quand il était tout jeune, il commençait, il n'avait pas encore fait de roman, etc., etc. Et donc je poussais Olivier en lui disant, Steven Baxter, Greg Egan, etc., etc. C'était la source principale de Cyberdrill, ça. Oui, il y avait aussi... C'était Century 21, l'entour de Sylvie Denis. Au départ, oui. Mais en fait, c'est qu'en travaillant chez Ancrage, sur Century 21, où j'avais été plus ou moins attaché de presse, que j'ai découvert ces textes-là traduits, et qu'après je suis allé les voir dans la langue originelle, quoi. Et moi, je suis convaincu, ça c'est mon point de vue, que les auteurs français, les auteurs de langue française, doivent se confronter à ce qui fait de meilleur dans le genre, que ce soit anglo-saxon, japonais, tout ce que vous voulez, et donc ils doivent avoir accès à ces textes-là. Ils doivent avoir accès à ce qui est nouveau, ce qui est révolutionnaire. Dans les années 90, quand on est arrivé, ce qui était révolutionnaire, c'était Greg Egan. C'était vraiment... c'était le truc qui vous retournait le cerveau, comme dit que vous avez retourné le cerveau 20 ans avant, quoi. Et puis maintenant, il y a des Peter Watts ou des Ken Liu, il y a toute une génération de ces gens-là. Et si nous, on veut être bon, si nous, on veut digérer tous ces trucs-là, il faut qu'on puisse les lire. Alors tout le monde ne lit pas en anglais. Et donc on est des passeurs de textes, on est là aussi pour faire découvrir en français, bien traduit, les Ken Liu, les Nancy Kress, tout ce qui est nouveau en fait dans la science-fiction, puisque comme cette littérature est quand même une littérature, je dirais, de groupe, où chacun nourrit l'autre, et où chaque idée, il n'y a pas tellement de copyright sur les idées. Par exemple, quand il y a eu un mec qui a inventé, tiens, on va mettre l'esprit de quelqu'un sur un support informatique, il n'y a pas un type qui a mis un copyright sur l'idée. Gibson l'a utilisé, Walter John Williams l'a utilisé, tout le monde l'a utilisé au bout de 2 ans, 3 ans. Et pour que cette idée-là, elle vienne et qu'elle enrichisse les Français, les lecteurs comme les auteurs, il faut que ce soit disponible. Donc il faut publier le meilleur de la SF, français, mais aussi anglo-saxon, japonais. Je pense que malheureusement sur le Japon, on a beaucoup de lacunes parce qu'il n'y a personne qui a pris. C'est toujours une histoire de chevalier, hein. Il faut qu'il y ait un type qui prenne un sujet ou un auteur et qu'il le mette en avant et qu'il fasse comme Olivier l'a fait sur les nouvelles de Greg Egan, comme j'ai pu le faire sur d'autres trucs. Il faut faut se battre sur un truc. On dit Shepard, c'était Jacques Chambon pendant des années qui publiait Shepard. Moi je voyais les chiffres de vente, je peux dire ça se vendait pas du tout. Mais il continue. Alors qu'au mondial, c'est énorme. Bon, justement, on parle de Shepard. Jean-Daniel, toi, comment tu passes de Galaxy à Bifrost et... Par Trétini. De Caribe dans Scylla. Ils m'ont fait un pont d'or. Non, en fait, ce qui s'est passé, sans trop rentrer dans les détails, à un moment donné, j'ai donné ma démission de Galaxy à une certaine époque, c'était en 2002, simplement parce que j'étais crevé, que je faisais un travail énorme. Donc, mon rôle dans Galaxy, donc de temps en temps je chapeautais une rubrique, la rubrique critique, etc. Mais mon rôle essentiel, c'était de faire la présélection des textes anglo-saxons. Donc je lisais énormément, je lisais les principaux magazines, donc Interzone, Asimov, FNSF, je lisais les anthologies Best-of, il y en avait 2 ou 3 à l'époque, donc je me suis aperçu au bout d'un moment que j'ai fini par saturer. Je n'avais plus de temps à moi, parce qu'en plus je continuais à être traducteur professionnel, donc je n'avais plus de temps à moi pour lire ce que j'avais envie de lire, donc j'ai prévenu Stéphanie Nico 1 an à l'avance, du coup je te fais encore 4 numéros, et puis à la fin du 4e numéro, je lui ai laissé un pool de textes, et puis je suis parti, je me suis un peu reposé, et puis c'est à ce moment-là qu'il m'a appelé l'animal. C'est-à-dire l'idée, si je me souviens bien, c'est qu'avec Pierre-Paul, ils avaient préparé la réédition restaurée de La Patrouille du Temps, de Poul Anderson, le premier volume, et Pierre-Paul lui a suggéré, mais tu devrais demander une préface à Jean-Daniel. Donc Olivier me contacte, on discute, oui, je dis d'accord, c'est une excellente idée. Et je lui dis, mais tu sais qu'il y a 3 autres volumes inédits en français. Et Et alors à ce moment-là, il m'a dit, écoute, Pierre-Paul, il est sur d'autres projets. Si jamais celui-ci marche, on publiera le 2e, tu le traduiras et puis on verra. De fil en aiguille, on a tout publié.